Bonjour à tous, chers entrepreneurs, chers travailleurs, chers TDS, travailleurs du secteur, chers amis, chers abonnés, chères personnes qui regardent la chaîne secondaire et qui aiment bien. Les amis, regardez, on a ma magnifique M5. Maman et patine senior tout de suite l'auto. 880 chevaux, je crois, elle fait. On est quand même sur quelque chose de très plaisant. Regardez, ça, regardez, je suis propriétaire de quoi? D'une magnifique haie, les gars. Regardez ma belle haie. Vous vous rendez compte ou pas le travail pour avoir une haie comme ça? On est dans la maison de YouTube, les amis. On va vous parler un petit peu de tout dans cette vidéo. Déjà, j'ai envie de vous expliquer plusieurs petites choses importantes. Waouh, quelle belle baraque avec ces beaux volets verts dégueulasses. Donc, on va vous montrer, les amis, dans cette petite vidéo, le bruit de la M5. Déjà, on va vous montrer ça. Oh là là, c'est un V8 américain. Ah, j'adore le bruit, les gars. Cette fidèle camarade, cette fidèle auto, les gars, depuis le temps qu'on l'a, on l'a vendue, on l'a rachetée, mais elle est là. Elle a 163 971 km, les gars. Vous vous rendez compte? Et je l'ai eu, cette voiture, elle avait même pas 100 000 bornes au début de YouTube. Je l'ai eu en 2018, je crois. Ou 2019, ça doit être ça. Oh, incroyable. On attend. 1, 2, 3, 4. Allez hop, comme ça, les turbos, ils sont pas éclatés, les gars. Et ça, très important, les condoms, les amis. La capote de Sandra. Et là, les gens vont pas me croire. Ils vont dire Charo. Et non, je vous jure, Lucien, c'est jamais de capote que des champottes. Non, mais pour de vrai, ce ne sont pas mes préservatifs. Quand j'ai récupéré la voiture, alors je sais pas qui est cette Sandra, mais j'ai trouvé des préservatifs avec écrit Sandra dessus, puis symboliquement, je les laisse là. Voilà, protégez-vous les amis, c'est très important. D'ailleurs, cette vidéo, c'est un petit peu la même chose que la contraception. C'est se protéger de l'impôt, se protéger des taxes que vous allez pouvoir prendre dans la tête. Parce qu'on a toujours un peu l'impression de faire les choses bien. On se dit, ouais, là, j'ai acheté. Et moi, je vous avoue que les premiers achats que j'ai faits, j'ai écouté Pierre et Paul et Jacques qui m'ont dit, là, faut acheter, faut que ce soit dans ton nom. Puis après, on entendait toujours des vieux, tu sais, qui disaient, ils étaient toujours là, ah, faut faire une SCI, faut faire une SCI. Mais c'est quoi? On comprend pas. À quoi ça sert? Donc en fait, il y a plusieurs façons d'acheter, les amis, un bien immobilier. Oh là là, c'est quand même beau une M5 F10, les gars. Oh là là, alors là, c'est une face 1. Mais si tu prends un face 2, avec le petit volant là, c'est encore mieux. Donc moi j'adore, j'ai refait peindre les jantes par nos amis d'ADS Jantes là, je l'aime trop. Attends, je la regarde un coup de vent, puis on continue la vidéo, les amis. Je vous parle en même temps. En fait, pourquoi j'explique ça? Parce que je me suis beaucoup posé la question et il y a beaucoup de gens qui se demandent comment est-ce qu'on doit acheter en SCI, est-ce qu'on doit acheter en perso, etc. Et je voulais revenir là-dessus, en plus de vous montrer les travaux de cette petite voiture. Oh là là, elle est énervée la voiture. Donc là, ici, on est dans la petite maison de YouTube. Donc je vais revenir sur pourquoi l'intérêt des SCI, pourquoi l'intérêt d'acheter des fois perso, etc. Dans cette petite baraque, les amis, on a continué à bosser. Vous voyez, là, il y a les chauffe-eau, les chaudières, les portes, les fenêtres, les radiateurs, tout est sorti, tout est par terre. J'avais dit que je vous ferais plus de vidéos, puis à chaque fois que je dis ça dans les vidéos, tout le monde me dit « Mais non, mais on veut des vidéos sur les maisons !» Donc je vais vous en faire une. Là, la porte qu'elle a, je me dis, mais depuis combien de temps elle est là pour que la mousse, elle a repris par terre, elle est tordue et tout. Pourtant, ça devait être une belle porte en chaîne d'époque. Elle est épaisse, mais ça doit faire des décennies qu'elle est par terre ici. Et elle va rester là encore un moment. Pour la simple et bonne raison, les amis, que cette dépendance que je vous ai déjà montré dans des anciennes vidéos, j'ai fait un projet d'architecte uniquement à environ 500 000 € pour rénover cette dépendance. Donc là, on voit qu'il y a une toiture un peu en amiante. Alors fibro-ciment, des fois il y a de l'amiante, des fois il n'y en a pas. Là-haut, il y a des tôles. Le but, c'est de tout virer et de remettre de la belle tuile pour qu'une fois que ce soit fait, la mairie me dise « Non, il y avait de l'amiante et des tôles, vous avez mis des tuiles, mais vous vous prenez pour qui ?» Je sais plus si je dois dire pardon ou si c'est normal, tu vois. Parce qu'en fait, sinon, tu fais quoi? Tu fais une demande. Attendez, faut qu'on aille voir la communauté de communes, de la communauté de région, de communauté de machin, pour qu'à la fin, il y a un mec qui s'en tape. Et lui, à la fin, une fois que ça arrive sur son bureau, il se dit « Non !» Et toi, après, ça repasse par 15 personnes et on te dit non. Et t'as payé ton architecte 4 500 € pour ça. Tu vois, là, la petite maison, ils ont l'air de faire des retours en arrière, donc peut-être que je vais pas détruire la maison. Ils sont revenus un peu en arrière en disant « Bon, finalement, c'était peut-être pas un truc de schizophrène. On va peut-être le laisser faire sa maison. » Donc ils sont revenus en arrière. Quelle vie. Donc là, bah voilà, il y a l'assainissement. Ici, on a fait... alors, en fait, à minuit, je suis arrivé. J'étais pas arraché mort parce que je bois pas d'alcool. Mais je suis arrivé avec le buggy ici, je savais pas qu'il y avait ça, moi. Mon gars, j'ai tapé le parpaing, là. De toute façon, on voit, regardez, il y a un endroit où c'est un peu plat dessus. Bah ça, c'est le fond plat du canam. Je suis arrivé là. Tiens, regarde, je vous mens pas, les gars. Regardez, les crampons sur la planche.
Et tu vois le crampon où il va là, dans le trou, frère. Je suis arrivé, j'ai tout cassé, les tuyaux et tout. Je savais pas, moi. Je passe toujours là. D'un seul coup, j'arrive, j'escalade le mur là-bas avec le buggy. Je passe là, comme ça, et là, je me fous la gueule dans le trou. Ça tape fort. Je me dis, oh non, encore un triangle. Et ben non. C'était un tuyau de sang en PVC. Donc j'ai tout arraché, j'ai dit les gars, je suis désolé, va falloir changer le tuyau. Et puis voilà quoi, comme un con, je savais pas qu'ils avaient déjà fait le trou, les mecs, ils sont trop efficaces les gars de notre boîte. Donc ici, dans cette petite maison du Seigneur, les gars, on va aller voir, ça a bien avancé. Cette maison, je l'ai achetée à titre personnel. Et je pense, j'estime aujourd'hui avoir fait une erreur. Je vous l'ai présenté il y a pas longtemps quand même. Et donc, malgré que je sois le bon donneur de conseils sur internet, en fait, en réfléchissant, je pense pas avoir fait le meilleur choix. Voilà, ça fait plaisir les amis de sortir ma bonne vieille H2R et d'enfumer le gros bâtiment du Seigneur. On a tourné les amis la nouvelle collection de vêtements La Boiserie qui est sortie depuis peu. Donc voilà, il y a encore le petit concours Info Boiserie pour ceux qui regardent cette vidéo. Si vous voulez gagner la M330 ou la Testarossa les amis, vous pouvez aussi rajouter, c'est disponible sur mon petit site internet, les petits vêtements qui sont faits chez nous dans notre petite usine à Nantes, qu'on vous présentera bientôt un jour, cette petite usine du Seigneur. Et cette nouvelle collection les amis, elle est disponible sur le petit site internet. Il y a des doudounes sans manches, avec manches, des ensembles, des survêtements, des t-shirts. Il y a vraiment plein de trucs, on s'est éclaté sur les choses qui changent. Moi j'adore les petites vestes en jean comme ça, avec des petites poches, avec nos petits tabs La Boiserie et tout, ça fait trop kiffer. Et juste avant de lancer cette petite vidéo les amis, où on va parler de SCI, on va parler de comment acheter un bien immobilier, les vidéos du mercredi de la chaîne Lulu Ronzenoyer tombent. Donc du coup c'est pas du tout ce que j'avais dit dans les anciennes vidéos en mode on va faire une vidéo de ma chaîne principale une semaine sur deux. C'est pas par rapport à ça, mais c'est que là ça tombe Noël et la semaine d'après ça tombe sur le 1er de l'an. Donc on va faire une petite pause de 2 semaines, les amis, de 2 semaines, sur cette petite chaîne YouTube. Il y aura toujours la chaîne principale, avec une vidéo tous les dimanches. J'avais posé la question dans les commentaires de la vidéo, est-ce que vous vouliez des formats plus longs, est-ce que vous voulez que j'en fasse une tous les 15 jours? Tout le monde a dit non, c'est le rendez-vous du dimanche. Donc on restera sur le format qu'on fait les amis, sur la chaîne principale, et puis sur cette chaîne secondaire, certainement aussi, on verra. En tout cas, la petite pause de 15 jours les amis, par rapport à Noël et au 1er de l'an. Place maintenant la vidéo les amis, où vous allez découvrir tous les travaux qu'on a fait dans la maison de YouTube. Non mais attends, mais ça va ou quoi là? Alors c'est une servante ou c'est un marchepied? Est-ce que je peux savoir? Milwaukee. Là c'est plutôt... Elle est bien ta servante. Après qu'est-ce que tu veux? Travail, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis rien. Et vous avez lissé le truc de la porte dans le placo? Là tu sais que quand tu vas claquer la porte 2 fois, il va y avoir une fissure la chef. Je pense pas. Si. Les amis. Ah voilà, donc en fait il a dit c'est pas moi qui l'ai mis. Donc en fait il se dédouane un petit peu en se disant, vu qu'il sait, il se dit mais en fait il a raison là. Après je dis ça, je suis pour du bâtiment les gars. Oh non, le sol. Si ça s'allume, oh putain ça s'allume en plus. Waouh. Donc là les gars je vous propose un home tour de cette maison qui avance, parce que quand tu commences à avoir l'électricité, la lumière et le sol qui est un peu posé, ça avance bien. Et je vais en même temps vous expliquer pourquoi je trouve que j'ai fait une erreur de l'acheter à titre personnel alors que j'aurais mieux fait de la mettre sur une SCI. En fait des fois ça va trop vite aussi les choses. Et moi je suis dans un cas de figure qui est quand même un petit peu particulier parce que je suis un peu investisseur. C'est pas une maison que je vais refaire pour vivre dedans et tout quoi. Donc là, tu raisonnes aussi fiscalité, porte de sortie, comme ils disent. Donc on a refait du placo, juste pour pas passer 4 ans les amis. Toutes les parties intérieures, on a plaqué le placo directement sur les murs pour faire plus joli. Ici, on a refait une épaisseur qui n'existait pas pour réisoler les murs qui donnent sur l'extérieur. Donc c'est pour ça que là, on voit, il y a quand même tout ça qui ressort pour le grosse couche d'isolant qu'on a mis. On a évidemment changé toutes les fenêtres, double vitrage. Ici, il y avait le droit de mettre des fenêtres en PVC, enfin des portes et fenêtres en PVC plutôt que du bois, donc on a profité de ça parce que ça coûte un peu moins cher. On a réisolé aussi l'étage parce que c'est une maison qui avait un étage destiné qu'à être un grenier, et donc nous, vu que ça va être une maison d'habitation, on va créer comment ils appellent ça, un pont thermique entre les deux. Là, un beau petit plancher. Alors ça, pour pas que ça coûte cher, vu qu'on fait plein de maisons, les gars, ils appellent nos fournisseurs et ils leur demandent, tiens, il nous faut 20 mètres carrés de ci ou de ça. Donc je choisis pas les couleurs. Du moment que c'est pas un truc horrible, rose ou vert bizarre, on met des choses classiques, mais c'est toujours des fins de série, des trucs, donc des fois dans des pièces, quand ça se voit pas trop, on a même des fois 2 types de parquets différents, parce que le but les amis, c'est d'avoir une retraite sur un yacht avec des meufs qui ont 30 ans de moins que moi, et que quand je regarde en bas, je ne verrai que ma panse. Donc
le parquet qui est pas de la même couleur dans la pièce, ça compte ça? Non, je rigole les amis. Moi je suis marié, j'ai des enfants, je compte juste avoir une vie paisible avec ma femme en fait. Je suis un mec hyper sérieux, donc arrêtez s'il vous plaît. Donc là ici, la même sauce. Là, ça va être une grosse suite parentale. Voilà, on a remis de l'isolation. Ça, c'est les radiateurs d'une autre maison que j'ai récupéré. Donc c'est des gros radiateurs en fonte. Donc là, il y a une bonne inertie avec ces radiateurs-là. Donc on va les installer. C'est pour ça que vous voyez des tuyaux qui sortent des murs. On va pas mettre une clim pack classique. On va mettre comme une clim pack, sauf qu'elle va chauffer le réseau d'eau de la maison. Donc c'est pas juste une clim avec un groupe sur le toit et des cassettes partout dans les chambres. Là, c'est un système qui reprend tous les tuyaux qu'il y a dans les murs de la chaudière d'époque. Donc tu enlèves la chaudière là où il y a tous les tuyaux qui arrivent. Tu remets une autre chaudière à moitié électrique, une clim pack, un truc à la con comme ça, et ça vient pas chauffer des conduits avec des cassettes, ça vient chauffer l'eau qui circule dans tous les tuyaux et dans tous les radiateurs. Ça coûte moins cher et ça consomme moins que le prix du gasoil dans la chaudière. Ici, on est sur la pièce principale, donc là, on a remis aussi, alors pas ici, ici on n'a pas remis une couche d'isolation, parce que ça donne pas à l'extérieur. Là par contre il y a une nouvelle couche d'isolation. Là on a rechopé dans notre radouille les radiateurs qu'on pouvait réutiliser. Donc là on leur met un coup de sablage. Dans notre cabine de peinture au château, un coup de peinture Raptor, comme ça c'est solide, ça tient bien le bordel. On fout ça le long du mur, en plus c'est joli, des radiateurs noirs ça change. Donc on va les rénover, les mettre là. Donc là évidemment couche d'isolation, les fenêtres et tout ça, ça a changé. De ce côté, baie vitrée coulissante, ça j'avais peut-être montré, donc je vais pas rester 5000 ans là-dessus. Mais pareil, on a remis une couche d'isolation pour que la maison elle soit truc énergétique intéressant. Là, il y a un trou parce que ça va être l'escalier qu'on est en train de faire sur mesure en métal. On est en train de faire un escalier par un professionnel pour qu'on puisse monter à l'étage par ici, parce que vu que c'était un grenier, il y avait accès uniquement par l'extérieur au départ. Quand on est éduqué, on ferme la porte, Kylian, déjà, premièrement. Incroyable. Monsieur, il tient une caméra et il se torche avec les règles de civilité. Je suis très déçu. Il y a vraiment, tu sais qu'il y a vraiment des gens comme ça. Hein. Franchement, j'imaginais pas que tu étais capable de faire des choses pareilles. J'ai repris 2 fois du pâté, allez vous faire foutre en fait. Donc là, on a évidemment changé les portes, les machins. On a refait l'isolation, le plafond, on a gardé les belles poutres d'époque, jolies, donc on a juste repeint entre les poutres, remis un coup de lasure sur le bois pour le protéger. À chaque fois quand j'achète des maisons comme ça, je fais venir un professionnel qui check s'il n'y a pas de mérule. Donc ça c'est un champignon qui attaque le bois, mais qui attaque aussi les pierres, les murs, les fondations, c'est une catastrophe. Donc je fais ça et les termites et tout le bazar. Donc là ici il y avait eu déjà un traitement contre les termites. Les poutres elles ont dû être traitées à mort et du coup ils ont enlevé 30% de l'épaisseur du bois. Enfin ça a été vraiment une catastrophe, donc j'ai fait un tester pour être sûr que voilà. Comme Kylian, j'ai obligé de se faire tester tous les 15 jours. Là ici, il y a juste eu un coup de peinture sur les murs pour faire propre, mais ça reste un endroit, tu vois, où on a ramené tout là, pour mettre justement la partie chaudière, machin. On a mis un compteur électrique neuf, on a mis aussi une fenêtre en double vitrage ici. Et là de l'autre côté, ici, ça reste une cave classique, donc c'est assez intéressant. Donc ça, on va garder ça avec la vieille porte d'époque qu'on va juste sabler. Ici, on va juste mettre une porte qui est en double vitrage pour le côté énergétique. Il va toujours faire plus frais ici, sachant qu'on n'a pas isolé les murs. Mais ça fait toujours un endroit où tu mets ton lave-linge, ta machine à laver, les chaussures, les souliers pour la chasse, le gibier que tu viens de prendre, que tu viens de chasser, les bouteilles de rouge et les cubis de pinard. Donc voilà quoi, on est à la campagne. Maintenant on va aller voir l'étage les amis, parce que c'est là qu'il y a eu beaucoup de taf. Donc Endeavor, toi qui es très dangereux, tu veux que je te prenne la caméra ou tu vas monter? Non, je vais y arriver, mais je vais pas de caméra en même temps. Non, pas de problème. Et là tu peux voir, ça c'est le plafond d'époque. Aujourd'hui on met du placo, mais avant c'était toutes ces petites briques qui étaient prises avec des suspentes. Et tu vois, de la choucroute de merde là, comment on appelle ça, pas du ciment, du... Bon bah vous savez de quoi je parle les gars, je trouve pas le mot, mais en gros ils viennent prendre les suspentes là-dessus et c'est fait avec des briques. Donc ça c'est les faux plafonds de l'époque. Et on voit au-dessus que vous avez les poutres en chêne qui fait le plancher de la maison. Qu'on a coupé ici pour faire cette structure en bastin là, justement pour faire un report de charge et de solidité pour pouvoir faire le trou et accéder à l'étage. On voit aussi qu'il y a des passages de câbles et des descentes de plomberie parce que on a des salles de bain qu'on a créées, de l'électricité, des VMC, plein de choses comme ça qu'on a créées là-haut. Donc il a fallu aussi faire tous ces passages pour l'air, pour les chiotards et tout le bazar. Donc on va monter là-haut les amis. Ah, Kylian, fais attention. Donc ici, on arrive dans ce petit hall là qui va être la grosse cage d'escalier. Là derrière, il y a un petit bout de rebord qui va rester là. On va mettre, je sais pas moi, il y a une Piwi 80 et un bibelot à la con. Ça va être joli derrière l'escalier d'avoir un petit bout de truc qui sert à quelque chose. Dans le fond, on a mis un cadre fixe pour éviter que ça coûte trop cher et que ça diminue l'espace de puits de lumière.
Donc on a mis un cadre fixe parce qu'il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Et puis ça va favoriser la lumière naturelle. Donc ici il y aura une petite rambarde avec l'escalier, je vous refilmerai ça, mais uniquement quand la maison sera totalement finie. J'ai pas envie de faire 500 vidéos, même si plein de gens aiment bien quand je parle de ça. On va vous montrer que quand il y a des vraies choses à voir. Là aujourd'hui il y a des vraies choses à voir parce que l'étage il a jamais été vu comme ça. Et donc ici, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Là on a fait donc cette cloison qui n'était pas existante. Il y a un énorme taf en fait sur les tuyaux d'eau qui remontent pour mettre les chauffages. Là vous voyez il y a des bouillées de fils qui sortent avec les prises, les interrupteurs. Il y a des diamètres de fils à respecter parce que quand c'est une lumière à LED c'est pas le même que si tu mets un micro-ondes ou je sais pas quelque chose d'un chauffage, un jacuzzi, un truc. Dans cette pièce là on a voulu garder la charpente apparente qui est une très belle charpente d'époque et ici on est sur un endroit qui n'a pas trop été touché par les termites. Là on voit ici en fait, là ça a été un peu bouffé. Donc cette pièce là elle a déjà été grattée à l'époque. Vous voyez là les formes là qu'il y a sur le bois, c'est pas pour faire joli, c'est en fait quelqu'un qui vient avec une grosse lame et qui gratte le bois qui est pourri par les bêtes qui mangent la charpente. Et donc là ça a été remangé depuis, c'est pour ça que j'avais refait encore un traitement. Parce qu'à un moment donné, bah, ce bout de bois là il cède et tu peux carrément avoir ta toiture qui s'écrase. Alors là je pars dans les extrêmes mais il faut quand même bien faire gaffe et se faire... Il y a des petits testeurs en fait et puis il faut venir régulièrement. C'est très important ça les amis. Moi quand j'achète une maison maintenant automatiquement je fais tester la mérule parce qu'on est dans une zone où potentiellement ça peut être impactant. Et puis je fais tester aussi les termites, je fais aussi tester les charpentes. Par exemple ici il y avait un vrai sujet sur l'étage parce que là vous voyez il y a une dalle en béton. Donc en fait ça c'est un réagréage qu'on a fait. Donc on a coulé un béton qui est rempli de petites billes de polystyrène dans le béton. Donc en fait ça vient alléger la charge que tu viens rajouter sur l'existant. Donc on a retiré les tommettes qu'il y avait, donc on a enlevé du poids, mais ça s'équilibre pas parce que c'est quand même plus lourd, parce qu'il y avait des différents genres de 16 cm. C'est-à-dire qu'il y a un endroit t'as 1 cm de béton et un endroit t'as 16 cm, tu vois, donc ça fait vraiment une sacrée charge. Donc on a mis des couches de polystyrène pour déjà récupérer de la hauteur pour pas mettre 15 milliards de litres de béton. Et ensuite on a mis ce béton spécifique qui est rempli de petites billes, et donc ça nous a permis de faire un réagréage, mais pour ça il faut faire une étude pour connaître la capacité de la charpente de ce niveau-là à supporter quelque chose en plus. C'est important de le faire parce que moi j'ai un pote il n'y a pas longtemps, il a fait ça chez lui, l'étage il est tombé sur celui d'en dessous. Et heureusement il n'y avait pas ses enfants, il n'y avait pas sa femme, bah d'un seul coup ça pardonne pas, hein. L'étage il tombe par terre. Et moi j'ai déjà vu des trucs comme ça les gars, c'est vraiment, on s'en rend pas compte, mais il y a une force et un poids sur les charpentes, sur les étages, que d'un seul coup, tu as tes enfants en bas, ils sont écrabouillés par l'étage. Valait mieux payer 390 € pour qu'un mec il vienne faire 3-4 calculs et te dire c'est ok ou c'est mort. Donc ça c'est un bon conseil que je peux vous donner qui peut vous éviter aussi les amis d'avoir des travaux et des trucs à n'en plus finir à la fin qui sont horribles. Donc là ici, bah, complexité aussi parce que bah, là on a sorti tous les fils. Mais on a aussi ça, ces deux fameux tuyaux qui vont rejoindre en bas pour mettre un chauffage donc qui passe à l'eau, comme ce que j'expliquais juste avant. Les fils d'interrupteurs, les va-et-vient, etc. 2-3 prises par terre, ça c'est une chambre classique. Un puits de lumière qui est existant parce qu'il était déjà là. Et ici un Velux qui était existant mais dans un mauvais état parce que c'était une vieille installation qu'on a remis par une nouvelle. Encore ces petits puits de lumière, toujours des châssis fixes pour éviter les frais. Et puis même quand tu mets un châssis qui est ouvrant, en général tu réduis le vitrage. Là vous voyez, là ça c'est un exemple. Vous voyez le bois, comment il a été bouffé là? Normalement la poutre elle est comme ça. Donc là ça a été gratté pour enlever la merdasse. Et vous voyez depuis il y en a encore eu à nouveau. Et donc il y a un moment donné, bah, si tu le fais trop, il n'y a plus de bois. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de faire tester. Ici ça va être une salle de bain. Donc là on a récupéré ici un gros tuyau diamètre 100. Donc ça faut le penser avant le réagréage, avant couler les chapes, avant de savoir où faire. On fait même le placo en bas, fallait que ça passe derrière. Donc ça c'est une évacuation. Ici vous avez l'arrivée avec tous les tuyaux d'eau chaude, d'eau froide, le chauffage, les vannes, etc. Donc ça va être une trappe technique qui restera ici pour qu'on puisse justement passer toute la plomberie et tout le bazar. Là, on a mis une douche, donc on a prévu une évacuation dans les murs, une arrivée d'eau chaude, d'eau froide. Comme ça, on peut mettre un truc de douche. Mais au lieu d'avoir tous les tuyaux qui sont apparents, c'est caché dans les murs. Donc c'est assez stylé. Ici, il y a un évier, donc encore une évac. Et là, il va y avoir une baignoire, donc il y a encore une autre évac là-bas. Et là, la VMC. Parce qu'on a refait passer tout un réseau aussi dans une salle de bain comme ça. Je crois même que tu es obligé aujourd'hui d'avoir un système qui machine l'air. Donc ça, c'est des trucs auxquels il faut penser. Mais t'imagines tout ce qu'il faut penser? Là, on a fait ce qu'on a pu sans trop modifier la structure. Là, ici, on voit 2 bouts de poutre, parce qu'on a gratté au maximum pour la tête. Parce que tu vois, moi, je fais 1m84 et c'est un peu juste. Et ici, on arrive dans cette pièce qui est donc l'entrée principale de l'époque parce qu'on arrive sur le fameux escalier. D'ailleurs, une des premières vidéos, pendant la vidéo, je prends une décharge du tonnerre. À bon escient pour l'installation. Le
entendu. Ici, vous avez encore des poutres qui avaient bien souffert, qui ont été déjà traitées il y a quelques années. Et donc là, on garde encore une fois cette charpente apparente, parce qu'elle est très jolie. Donc on va la poncer, là, et lui mettre un coup de lasure transparent pour qu'on récupère, parce que là elle est toute blanchie, parce qu'il y a eu la peinture, il y a eu le placo et tout le bazar. Donc là on va toute la machiner et qu'on fasse ressortir les nervures du bois et que ça devienne quelque chose de valorisant. D'ailleurs on voit cette espèce de poutrelle là, cette architecture en bois là-haut, c'est très joli je trouve. Ici on est sur la fameuse entrée et là on voit les différences de hauteur. Il y a des endroits où la dalle elle était toute fine comme ici là, et il y a vraiment des endroits où même là tu vois elle est beaucoup plus épaisse. Mais il y a d'autres endroits en fait où c'est énorme. Donc là on n'a rien fait parce qu'on a fait un beau petit seuil en fait pour pouvoir l'ouverture de la porte. On pouvait pas à la fois faire un réagréage et à la fois avoir la même pente partout. Et il aurait fallu mettre une porte beaucoup plus haute. Là, enfin, ça c'est des petits problèmes qui arrivent de chantier. Donc il y aura une petite pente toute douce pour que la porte puisse s'ouvrir. Et là on arrive sur la partie extérieure. On arrive sur la partie extérieure du fameux escalier qui est beau là et qui va être offert. Et donc là on est dans le beau petit parc les amis. Donc cette petite toiture c'est la salle de bain qui est en dessous. Donc on a refait l'étanchéité ici, le solin là qu'on voit là. Donc ça c'est l'étanchéité entre le mur de la maison et la toiture pour pas que ça rentre là-dedans. Et ici, on a refait en tuiles. Ça étaient toutes pourries les tuiles. Alors là, c'est d'époque, mais le solin va être refait parce que pareil, il faut refaire l'étanchéité entre le mur et le toit. Mais les tuiles sont en bon état, donc on les laisse. Ici, elles étaient toutes pourries, donc on les a refait. Et là, il y avait un petit bout de hangar. À chaque fois, je disais, faut l'écrouler, c'est dégueulasse. Cela, il y a la vieille cuve à fioul, donc on l'a écroulé parce que les murs étaient tout pétés et tout, donc on l'a écroulé. Bon, on va dégager la vieille cuve à fioul vu qu'on passe sur un nouveau système. Et puis, la toiture qui est en très bon état. On a aussi refait là-bas une nouvelle VMC. On a mis aussi les paratonnerres, les machins. Normalement, ça m'évitera de reprendre le jus. Du coup, ici, on a donc remis notre cloison ici pour faire encore une chambre. Et là, ici, on arrive encore dans une grosse chambre où on a conservé pareil la charpente Velux. On a remis des prises à droite à gauche et puis peinture et le sol, ça sera aussi un beau petit plancher qui va être posé. Toujours sur le film que vous avez vu qui est couleur alu là, pour éviter les bruits de plancher, les craquements. Ça vient faire isolation phonique pour les bruits et puis ça vient aussi permettre que de tout foutre à plat, d'avoir pas une sensation moins dure aussi et ça fait aussi un petit peu isolant. Donc c'est très pratique et c'est très important de mettre ça sous un plancher. Là encore une fois des petits châssis fixes. Donc là il y avait un tout petit trou ici, pareil, on s'est dit c'est con de le boucher, il est là, il est existant, donc ce tout petit trou il a le mérite d'être là. Donc on a fait tout ce puits en placo, en isolation pour qu'il soit encore visible. Et puis là pareil là. Donc c'est toujours bien d'avoir dans les pièces toujours plein de lumière naturelle. Au début je m'en foutais de ça, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui y portent de l'importance. Donc lumière naturelle c'est important. Si vous en tapez, c'est bien. Mais par contre les gens qui vont louer la baraque peut-être qu'ils s'en tapent pas. Donc c'est toujours des bons arguments ça pour la location les gars. Sachant que c'est le but de cette maison, le but c'est que je la loue. Donc là ici pareil il y avait plein de cloisons pour ceux qui ont vu les premières vidéos. Là il y avait un KGB avec le compteur, là il y avait une autre truc là, il y avait des pièces partout, c'était horrible. Là ça fait une grande pièce ici, on va faire une grande cuisine avec un îlot central et tout, ça va vraiment être une très belle maison. Donc là on arrive sur la fin, quand tu fais la peinture en général c'est quand même la fin. On va pouvoir installer la cuisine que j'ai déjà achetée. Donc là les gars il nous reste ça, après on va aménager un peu les extérieurs parce qu'il y a quand même un super beau parc ici. Plein de projets. Genre j'arrive sur les SCI, commencez pas à vous énerver. On a tout un tas de merdier achetés, etc. Mais on a quand même une belle terrasse. Là on va changer les belles dalles parce que les gars à passer avec les brouettes et tout, à faire gros œuvres, ils ont pété les dalles. Mais ça c'est aussi des problèmes de chantier, ça arrive, c'est inévitable. Là les gars ils bossent toute la journée. Des fois tu mets une porte neuve, il y en a un qui tape dedans. Tu peux jamais faire un sans faute. Donc là on sait très bien que ces 3 dalles là les gars de ma boîte là, ils vont changer ça parce que en passant avec les brouettes ça les a pété. Bon c'est comme ça. Mais on a des magnifiques arbres, on a un beau parterre de fleurs, on a un beau parking, c'est une très belle maison. Pour information les amis, cette maison je l'ai achetée, elle était à vendre à 350 000 €. J'ai réussi à la négocier à 250 000 €. Et ici il y a toujours ce fameux terrain là qui est là, qui fait 1 hectare et qui est constructible. Donc là j'ai fait tout un tas de plans d'architectes pour faire des parcelles viabilisées. Ça veut dire que je vais faire un parking, des entrées sur la rue et je vais vendre l'emplacement avec la boîte aux lettres. Et soit tu fais des maisons, en fait tu dois faire 6 maisons. Il y a une loi qui t'oblige à faire 6 maisons à cet endroit. Et donc là je vais faire tout un truc avec mon architecte où on va monter 3 maisons et les vendre. Et en face il y aura de quoi monter 3 maisons, mais il y aura déjà tout. Il y aura déjà la viabilisation, l'électricité, les flottes, les machins, l'arrivée sur la rue, le parking et tout ça sera déjà fait. En gros, tu vends un accès avec une boîte aux lettres et un terrain. Et apparemment, c'est intéressant. J'ai jamais fait, donc j'essaierai et je vous le documenterai. Et puis, je vais aussi faire des maisons qui seront déjà faites, que je vais vendre. Peut-être je vais en vendre 2 et en louer une. Et puis, la vente des 2 maisons va me payer tout le reste. Et après, ce sera que du bénéf. Je vais essayer ça. Donc, je vais faire ça sûrement ici. Alors, il y aura sûrement 3 ans de lutte encore avec la mairie qui va me dire mais non, c'est un terrain constructible, mais c'est pour construire des arbres. Donc, vous êtes des malades. Pourtant, il y a une très bonne mairie dans ce village. Donc,
Donc je comprends pas. Et c'est tellement compliqué de faire des choses que ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Vous allez devoir faire des formulaires vous-même, des demandes, des machins. Il faut prendre le temps et l'argent que ça va coûter parce que des fois, c'est beaucoup plus rentable de payer un architecte de 2 000 à 3 000 euros. C'est énorme, hein. Mais moi, au début, je m'étais dit, mais quoi, 3 000 euros? Mais jamais! Mais quand tu vois le temps et l'énergie que tu passes à faire un croquis, un plan de masse, parce que tu veux mettre une barrière, gros, chez toi, alors qu'il y avait déjà une barrière, tu vois? Bah, c'est énervant. Donc, des fois, je préfère maintenant travailler avec un architecte, surtout que je peux, donc je le fais. Ici, bah, ce projet dont je vous avais déjà parlé, bah, il verra le jour dans un autre temps, parce que là, l'idée, c'est surtout de déjà rentabiliser la maison. Une fois qu'elle va être finie, ça va être une super belle maison qui va se louer à peu près 1 200 euros. Donc, ça paraît ouf. Mais c'est quand même une grosse superficie. Tu peux vivre avec une grosse famille, les gosses à l'étage, les parents en bas, il y a des salles de bain en haut, en bas, il y a 5 ou 6 hectares de terrain. Le mec, il peut avoir un cheval, les chiens. Et donc, dans un second temps, je viendrai faire des travaux ici pour peut-être faire un Airbnb ou une deuxième location, je sais pas. Et ce qui réduira peut-être le prix de la maison principale, parce qu'après, tu as quand même d'autres gens dans ta cour. Donc, je verrai. Mais c'est quand même un bon investissement. Donc, je disais, cette maison-là, elle m'a coûté 250 000 euros. Et je vais faire à peu près 150 000 euros de frais dedans. Entre les menuiseries, le placo, le temps des gars de mon équipe, toute la plomberie, le chauffage, les fenêtres, l'isolation, l'aménagement du deuxième étage, les dalles en béton. Tout, les amis, ça va représenter à peu près 150 000 euros. Donc je suis pas trop loin de ce que j'imaginais. Mais bon, ça fait quand même une maison à 400 000 balles, quoi. Donc c'est quand même des grosses sommes d'argent, mais ça va sur le temps, donc pour moi ça me va. Une fois que cette maison-là qui aura coûté 400 000 euros, si elle me rapporte 1 200 euros par mois, c'est super, quoi. C'est un très bon j'ai parce que tu fais un calcul en fait. Moi je fais comment? Je pars sur un truc sur 20 ans, là j'ai pas fait de crédit. Ah si, j'ai fait un crédit. J'ai fait un crédit de 350 000 euros. J'ai un crédit de 100 000 euros. Mais moi je pars pas là-dessus, je m'en fous des traites que j'ai tous les mois. 400 000 euros, le prix qu'elle m'aura coûté, divisé par 240 mois. Ça veut dire que la maison, pour que je sois à zéro, faudrait qu'elle me rapporte 1 600 euros par mois. Donc par exemple, si je rajoute 4 ans, les amis, on va dire c'est une maison en 24 ans, on arrive à 1 400 balles. En 24 ans, entre guillemets, le calcul que tu fais, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui la paye pour toi la baraque. Donc moi, j'aurais d'ici là fini mon crédit, parce que je fais des crédits qui durent moins longtemps que 25 ans, parce que j'ai des capacités de remboursement qui sont assez élevées vu que je gagne bien ma vie. Et donc, je sais que cette maison-là, c'est un projet rentable sur à peu près ce nombre d'années. Et j'ai des biens où je fais ces calculs-là alors que je les ai payés cash. Mais le but, c'est de se dire, tu vois, à un moment donné, il faut faire ces calculs-là parce que si tu te rends compte que la maison, tu vas la rembourser en 45 ans, c'est que tes calculs étaient mauvais ou tu as fait trop de travaux, tu l'as payé trop cher, alors que c'est une maison qui se loue pas bien parce que géographiquement, ça se loue pas assez. Donc c'est important de faire ça. C'est important de se dire que le loyer va en face d'un crédit que tu pourrais faire sur 20 ans, 20, 25 ans. Donc là, je sais que c'est pas mal. Sachant qu'on parle que de cette maison-là et que je veux louer aussi ici. Mais pour louer ici, je rajoute des travaux. Là, je vais remettre 500 000 euros. Parce que je veux faire un Airbnb de fou avec des gigabais vitrés, etc. Maintenant les amis, on va se balader pendant que je vous explique le reste. Pourquoi acheter à titre personnel ou en SCI? Ça c'est hyper important de savoir ça parce qu'il y a des impositions qui sont différentes. Déjà sur une SCI, si tu loues à une entreprise, à un magasin, à une société, tu peux récupérer la TVA. Quand tu fais 100 000 euros de travaux, tu gagnes 20 000 balles dans ta poche. Donc ça peut vite 40 000 parce que sur des maisons comme ça, tu vois, t'es à 150, 100, 200, des fois ça arrive de travaux. Et là, t'imagines si en plus de ça, je fais ça. Donc là, moi, c'est pas mon cas parce que c'est une maison que je vais louer à des particuliers. Mais en tout cas, quand tu fais une SCI, donc une société civile immobilière, il faut connaître déjà la base. Ça veut dire que tu vas chez un notaire, un avocat fiscaliste, etc. Et tu vas déjà payer le prix de l'immatriculation d'une société, comme une SAS. Une société par action simplifiée, moi je prends que ça. Je fais pas de SARL, etc. Ça, j'en avais déjà parlé. Quel statut juridique choisir? C'est aussi en fonction de toi, en fonction de ce que tu veux faire, etc. Mais souvent, quand on part de rien, on commence avec une micro-société. Ensuite, tu passes des fois peut-être à une société individuelle parce que tu payes de la TVA en restant sous le régime micro. Et puis après, tu passes sur une SAS, une SARL, etc. Sachant que, pour revenir vite fait dessus, la SAS, elle va favoriser l'imposition sur les dividendes. Alors cette nuit, il y a une loi qui est passée où on se faisait éclater sur la flat tax. Merci, mais je partirai pas quand même. Et donc, en gros, ça favorise de prendre des plus gros salaires, par exemple, sur une SARL. Et donc, moi, je fais souvent des SAS parce que moi, je minimise le salaire que je prends tous les mois. Et s'il y a de l'argent à la fin de l'année, je prends des gros dividendes. Et ça me permet de pas maximiser l'imposition là-dessus. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses, hein. Là c'est en très très gros, mais par rapport à ce que je fais moi, la SAS c'était une évidence, comme beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs. Mais il y a des gens qui ont des idées particulières ou des sociétés où ça va plus correspondre à une autre forme juridique. C'est un peu la même chose avec les SCI. Si vous voulez acheter une maison et que vous allez simplement acheter votre résidence principale et que vous n'avez pas d'ambition d'en acheter une deuxième ou d'en acheter d'autres ou de faire de l'argent avec de l'immobilier locatif ou des choses comme ça, je pense que c'est pas une mauvaise idée de l'acheter en nom propre. C'est-à-dire, tu t'appelles Jean-Louis,
Et bah, la maison, c'est Jean-Louis qui devient propriétaire. Aux yeux de la loi, Jean-Louis, il détient cette maison. Pour des raisons qui sont intéressantes, comme je disais, la SCI, tu vas pouvoir, soit si tu fais du business, si tu es quelqu'un qui se lance dans l'immobilier, l'entrepreneuriat, tu vas pouvoir faire une SCI pour mettre déjà plusieurs biens sur cette même entité. Ça va te protéger toi et tes biens personnels. Ça veut dire que si tu as un problème ou que la SCI coule, ils vont pas venir chercher ta voiture, le chien, ta motocross qui est dans ton salon, etc. Parce que la SCI, c'est une entité, c'est une personne morale. Donc, ça la regarde elle. Mais toi, tu peux détenir cette SCI. Donc, comme je disais, il y a des frais d'immatriculation qui coûtent le prix à peu près d'une société normale, on va dire 1 500 €. Ensuite, tu es obligé d'avoir 2 actionnaires. C'est-à-dire que tu peux pas détenir toi-même une SCI. Moi, vu que j'ai une fiscalité assez compliquée avec toutes mes entreprises, j'ai une holding, une maison mère, etc. Donc, Lucien, moi, j'investis avec ma holding dans une SCI. Donc je suis associé avec ma holding. Parce que ma holding, c'est aussi une entité morale. Donc je deviens le seul propriétaire en fait. Mais si vous n'avez pas de société, que vous avez par exemple, je sais pas, un CDI, vous êtes salarié, et ben vous pouvez mettre votre fils, votre femme, votre frère. Attention, soyez sûr dans tous les cas quand vous faites quelque chose avec quelqu'un, même si c'est la famille, parce que le jour où il y aura une revente, cette personne-là, si elle a 1%, faudra lui donner le 1% de la valeur de la maison. Donc il y a plein de gens qui font ça. Moi j'ai mes SCI, je suis souvent avec ma mère aussi dessus. Donc 2 associés, les frais d'immatriculation. L'autre avantage quand vous louez des locaux professionnels, comme je fais moi, sur d'autres SCI, tu peux récupérer la TVA, il y a des régimes qui sont intéressants, et tu peux aussi choisir le régime d'imposition. C'est-à-dire il y a le régime transparent qui s'appelle à l'IR, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu. Donc tu vas choisir avec ta SCI si tu vas payer des impôts comme si elle était un peu à titre personnel. Donc là, quel est l'intérêt de la SCI? Pour moi, je le trouve pas forcément intéressant. Mais quand tu as une SCI à l'IR, ça peut aussi être intéressant pour faire une passation ou une succession. C'est-à-dire que tu peux déjà définir les règles de la succession. C'est-à-dire que c'est pas t'as 4 enfants, ils sont en train de se battre parce qu'il y en a un, il veut la maison, l'autre, il veut pas la maison, etc. Tu peux déjà écrire les règles de ton vivant en disant la maison, elle sera gérée par lui, et machin, tu peux mettre les règles du jeu. Tu peux aussi donner un pourcentage tout de suite à tes enfants. Chaque enfant peut avoir 20% de la SCI, et comme ça, au moment du décès, il n'y a pas des frais de notaire, il n'y a pas d'imposition à l'État, etc. Ça, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, tu as des abattements de je sais plus combien, tu peux donner 100 000 par enfant tous les 15 ans, un truc comme ça. En gros, c'est tout le temps en train d'être réduit, donc à la fin, tu pourras donner 7 € quand tu vas mourir alors que tu as travaillé toute ta vie, mais c'est comme ça. Donc l'avantage de la SCI, c'est aussi très intéressant pour ça, parce que tu vas pouvoir tout de suite préparer ta succession et te dire le jour où je meurs, mes enfants ils sont pas en train de donner la moitié du prix de la baraque et être obligés de la vendre, parce que c'est ça qui se passe souvent, surtout pour les châteaux par exemple, les gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont réussi à avoir un patrimoine pour pouvoir acheter un château, et ces gens-là, pour que les enfants puissent garder le château par exemple, il faut donner des fois 45% à l'État. Ça dépend du régime, ça dépend de plein de choses. Mais ça peut être très élevé. T'imagines, c'est-à-dire qu'il faut vendre le château, ce qui est assez dur, déjà parce que c'est dur à vendre un château, et une fois que tu as vendu le château, il faut que tu donnes la moitié de ce montant-là à l'État, et après que tu te retrouves une baraque, si tu vis dedans et tout, des fois c'est très compliqué. Donc c'est très bien aussi de penser à la SCI pour la succession. Une autre chose qui est très bien avec la SCI, c'est que tu vas pouvoir, donc c'est pas toi qui vas percevoir les loyers quand tu loues des maisons qui sont sous ce régime, tu vas récolter l'argent des locataires, et ensuite ça va te permettre aussi de réinjecter sans qu'il y ait d'impôt entre les deux. Parce que elle récupère l'argent et c'est elle qui peut réinvestir. Donc quand tu as une maison qui est à toi perso, le jour où tu veux faire des travaux dedans, si tu la loues, tu vas devoir prendre sur ton salaire sur lequel tu as déjà payé de l'impôt sur le revenu et tout, donc ça fait des cumuls des fois d'imposition pour rien. D'ailleurs, autre chose possible que je vous ai pas dit, c'est que tu as donc cette imposition à l'IR ou l'imposition à l'IS. C'est-à-dire que tu peux monter une SCI qui sera à l'IS, à l'impôt société. Donc tu paieras 25% sur le bénéfice que génère la société, donc cette SCI. Donc si tu loues 1 000 € par mois, il y a tout un tas de choses à savoir, ce qui est important, parce qu'au lieu de te dire il y a 1 000 € de bénéfice au mois, ça va te faire 250 € d'impôt, vu que c'est 25% d'impôt, les impôts sociétés. Là, tu vas pouvoir faire passer des charges, vu que tu as changé tes portes, tes fenêtres, etc. Ça se gère un peu comme une entreprise. Et vu que tu as des charges, ça te diminue ce que tu gagnes à la fin de l'année. Et plus tu diminues, plus tu arrives vers zéro, moins tu payes d'impôts. Et sachant que les maisons, souvent, on fait plein de travaux, etc. Et puis, il y a aussi toute une question d'amortissement du bien. Enfin, il y a vraiment des choses intéressantes. Donc moi,
Pour quelqu'un qui veut acheter sa résidence principale et vivre dedans et qui n'a pas de projet de un jour partir et la louer, etc. Si tu veux t'acheter ta baraque et vivre dedans, pour moi, il faut l'acheter en nom propre. Tu l'achètes à titre personnel et tu paieras tes impôts, etc. et tout le bazar. Par contre, si tu veux en faire une sorte de business ou arrondir les fins de mois, avoir une deuxième baraque dans laquelle tu veux faire du Airbnb, dans lequel tu veux louer, si tu as un bout de local que tu as acheté et tu veux louer à des gens pour faire des garages ou tu veux louer des box, et bah pour moi, il faut absolument que ce soit une SCI. Et voilà, abonnez-vous. Non, voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. Il y a plein d'autres sujets intéressants. Je pense qu'il y a une chose qui est primordiale dans tous les cas quand vous allez vous lancer dans l'immobilier ou que vous allez faire votre deuxième achat, etc. C'est hyper important de se préparer, aller voir des comptables ou des experts comptables, aller voir... Oh, hélicoptère ? Oui. Plus une mobilette. Ah non, c'est un tuk-tuk. Oh, j'avais vraiment le bruit des pales, tu sais, quand le régime rotor correspond pas au régime du moteur. Et des fois, ça fait le bruit. Tu sais pas s'il y a un mec qui tire avec une mitraillette, tu sais pas si c'est un tuk-tuk qui passe, tu sais pas si c'est un mec qui a mal sanglé sa palette sur son camion bed. En tout cas, voilà les solutions. Je pense que c'est hyper important d'aller voir un avocat fiscaliste, d'aller voir des gens qui savent vraiment ce qu'ils doivent faire. Donc là, les amis, on s'en va de cette petite baraque. Je suis pressé de voir si ça correspond à ce que je dis. Je suis pressé de voir si le pari était bon pour se dire, bah voilà, entre les travaux, le prix que je vais la louer, etc. N'oubliez pas, les amis, le taux d'intérêt, parce que les gens ils se disent, oh, la maison, je l'ai payé 250, etc. N'oubliez pas les taux d'intérêt, n'oubliez pas les frais de notaire, n'oubliez pas les frais d'agence qu'il faut mettre dedans, parce que du coup, bah, ça tue ton pourcentage. Ça. Les gens, ils oublient que tu as mis 80 000 € de frais de notaire, que tu as mis 20 000 € de frais d'agence, que tu as mis que tu as payé une fois et demie la maison avec le taux du crédit qui est plus élevé aujourd'hui. Mais tout ça, faut le mettre dans les calculs. Et donc ça, c'est bien important de faire un tableau sur un papier et de tout mettre en face. Sur ce, les amis, on a passé la barre des 500 000. C'est incroyable quand même d'avoir 500 000 abonnés sur le côté entrepreneurial. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire pour savoir ton avis là-dessus. Je vous fais des gros bisous, les amis. Et n'oubliez pas d'en reprendre. N'oubliez pas de regarder à deux fois avant de faire quelque chose et de mettre vos sous quelque part. Allez, topette!